Voilà, je vous propose donc de commencer notre séance du conseil municipal, sachant que j'ai reçu un certain nombre de procurations et ça continue à arriver d'ailleurs, on me les remet au fur et à mesure. Donc on y va. Amandine Jaffre donne procuration à Liliane Loisel. Marguerite Bourdonnet donne pouvoir à Christian Catherine. Daniel Le Reculé donne pouvoir à Michel Louiset. Alain Civilise à Marie-Jo Le Renard. Valérie Lejuez à Geneviève Gosselin ou à Jean-Claude Magalhaes. Mais Jean-Claude Magalhaes, pour l'instant, n'est pas là, il n'est pas arrivé encore. Eliane Hardy donne pouvoir à Dominique Vaillé. Christian Bernard à Jean-Pierre Le Bourgeois. Hervé Corbin à Régine Villedieu. Géraldine Morlet à Sophie Herry. Et Jean-Claude Magalhaes, jusqu'à son arrivée, donne pouvoir à Daniel Chenina. Hop, je donne ça derrière. Voilà. En introduction à ce conseil municipal, il ne vous a pas échappé que lundi prochain, ça sera un grand jour pour Cherbourg, donc lundi 30 septembre prochain. C'est un honneur de recevoir dans notre ville le président de la République. C'est à la fois un honneur, mais je pense que c'est aussi une marque de reconnaissance de ce que notre ville apporte à la nation. Et c'est vrai que nous sommes largement contributifs, nous, au niveau de la ville, de l'agglomération ou du bassin d'emploi, à la fois au niveau national et international, dans le secteur de la production d'énergie conventionnelle et du retraitement des combustibles nucléaires. Demain, et ça fera l'objet du déplacement du président de la République, nous serons bien évidemment au niveau national largement contributifs dans le domaine des énergies marines renouvelables. Nous sommes aussi, et ne l'oublions pas, et d'ailleurs la visite, on en parlera tout à l'heure, puisqu'il y aura un déplacement sur l'abeille, montre aussi que nous sommes contributifs au niveau de la sécurité maritime européenne à travers cette mer de la Manche qui est la plus fréquentée du globe. Et puis aussi, nous sommes bien évidemment, mais ça de par tradition depuis plus d'un siècle, contributifs au niveau de la dissuasion nucléaire en construisant ici à Cherbourg-Octeville les sous-marins qui sont vecteurs de cette dissuasion. Nous sommes bien évidemment, ça fera l'objet de la visite, contributifs en ce qui concerne la construction navale et au titre des exportations. Et puis on pourrait bien évidemment citer de nombreux autres exemples dans le domaine de l'ingénierie, des systèmes d'information, de l'agroalimentaire. Pour votre information, donc, cette visite du président de la République dans le programme tel qu'il nous a été communiqué donc, va se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, donc, il y aura une visite aux constructions mécaniques de Normandie avec le découpage de la première tôle du chantier, donc du Cotra du Mozambique. Puis ensuite, il y aura un embarquement sur l'abeille Liberté, donc, qui permettra justement de découvrir l'ampleur des travaux qui seront réalisés dans la rade et pour lequel d'ailleurs nous aurons tout à l'heure à nous prononcer. Et puis il y aura également dans la Cité de la Mer une table ronde à laquelle les membres du conseil municipal sont invités. Vous allez recevoir par mail, c'est peut-être déjà fait, vous voyez, c'est fait. Donc à la vitesse de la lumière, les invitations sont arrivées. Donc de Madame la Préfète, vous avez reçu normalement une invitation pour vous rendre à la Cité de la Mer à 11h15 dans la salle des Pas Perdus. Oui, alors après il y a les modalités, puisque la table ronde commencera à 11h15, mais après il y a des modalités pratiques où vous êtes invités bien évidemment à être un peu plus tôt pour assister donc à cette table ronde. Donc, vous voyez que c'est un programme qui sera dense, qui sera chargé, mais qui est tout à fait symbolique de l'ensemble de nos secteurs d'activité qui sont en développement et qui, comme je le disais tout à l'heure, sont des secteurs pour lesquels Cherbourg et son bassin d'emploi contribuent d'une certaine façon au rayonnement de notre nation. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je vous propose, j'ai une autre information, donc
Vous savez aussi qu'il y a un certain nombre de difficultés qui se posent sur le centre hospitalier public du Cotentin, et nous allons avoir donc à l'initiative de l'intersyndicale donc une visite de l'intersyndicale des salariés à peu près vers 17h, 17h15. Donc on fera une interruption de séance pour leur donner la parole. Ce que je vous propose donc, c'est bien maintenant donc d'entamer notre ordre du jour. L'ordre du jour, il commence par l'approbation du compte rendu de la séance précédente du Conseil municipal. Est-ce qu'il y a des remarques? Eh bien, ce compte rendu est adopté à l'unanimité. De même, vous avez reçu, donc c'est la délibération 2013-168, vous avez reçu, donc au titre du Code général des collectivités territoriales, les délégations de pouvoir au maire. Est-ce que vous avez des questions particulières à poser sur les différentes décisions qui ont été prises conformément donc à cet article 2122-22 du Code des collectivités territoriales? Donc nous prenons acte de ces documents. La délibération 2013-194, donc elle est tout à fait en relation avec la visite de Monsieur le Président de la République, puisqu'elle concerne l'enquête publique qui est relative à l'adaptation du port de Cherbourg, qui porte sur à la fois des améliorations des accès nautiques et sur l'extension des terre-pleins portuaires et la mise en compatibilité du PLU intercommunal de la communauté urbaine de Cherbourg, pour lequel on nous propose un avis. Donc vous le savez, on en a déjà longuement parlé, mais il est quand même intéressant de redonner quelques petits éléments de contexte. Vous savez que Port Normand Associés a libéré sur les emprises foncières existantes sur le port de Cherbourg 38 hectares. Ces 38 hectares, ils ont une triple fonction. La première, c'est d'accueillir une usine de pales, usine de pales qui fait d'ailleurs l'objet d'une enquête Institut classé protection de l'environnement et dont le permis de construire devrait être déposé à l'issue de cette procédure ICPE d'ici quelques mois, au plus tard et au plus tôt d'ici quelques semaines. La deuxième vocation, c'est d'accueillir ce qu'on appelle une usine de mâts. Cette usine de mâts, elle fera de la même façon fera l'objet d'un dépôt de permis de construire. Et puis enfin, la troisième vocation, c'est d'être le hub d'assemblage de ces éoliennes qui seront ensuite implantées sur le site de Courseulles. Pour mémoire, le débat public, d'ailleurs qui s'est extrêmement bien passé sur le site de Courseulles, le site de Courseulles, c'est 450 mégawatts. Et c'est à peu près, c'est 75 éoliennes, d'une puissance de 6 MW chacune. Ces éoliennes, elles seront assemblées à Cherbourg ou préassemblées, 2 pales sur 3, et puis ensuite elles seront transbordées jusqu'à leur site d'implantation définitif. C'est à signaler que les pales et l'équipement des mâts sera fait à Cherbourg, que les autres composantes, notamment la turbine et la nacelle, elles proviendront de Saint-Nazaire. À partir de ce moment-là, et d'ailleurs ça fait partie des travaux qui sont en cours actuellement et que pourra découvrir Monsieur le Président de la République, Port Normand Associés est en train de procéder à une extension actuelle du linéaire du quai des Flamands, donc extension de 220 mètres plus 120 mètres de retour, donc 320 mètres, ce qui va porter le quai des Flamands à 580 mètres plus 100 mètres de retour, donc ce qui fait quand même 680 mètres, ce qui n'est pas négligeable, avec une portance au sol de 15 tonnes par mètre carré, donc ce qui va permettre d'accueillir ce qu'on appelle communément des colis lourds. Et avec ça, avec ces 38 hectares occupés et le quai, nous avons d'une certaine façon réglé une partie des obligations contractuelles que l'on a avec le éolien maritime France pour permettre le développement de cette filière d'éoliennes offshore et notamment du site de Courseulles. Mais au-delà des éoliennes, il y a aussi ce que l'on appelle les hydroliennes. Et dorénavant, l'appel à manifestation d'intérêt, ce n'est plus un secret, va être lancé maintenant très rapidement. Il va être dévoilé donc la semaine prochaine. Et cette activité
d'hydroliennes, elle va générer pour les industriels qui se positionneront peut-être dans un premier temps, je ne sais pas si c'est dans le premier temps, on est en train de regarder ça sur ce qu'on appelle les fermes pilotes, mais au moins dans la phase industrielle, ils auront besoin de terre-plein supplémentaires, d'où la nécessité de se lancer dans une procédure d'extension de nouveaux terre-pleins, et ça pour une capacité de 39 hectares. Donc, je vous montre un peu l'ampleur du projet. Cette opération, elle a un double avantage. C'est que par le mécanisme des blés remblés, ça permet de continuer à creuser un chenal d'accès dans notre grande rade et pour accéder au futur quai. Donc on va, d'une certaine façon, augmenter les capacités d'accueil, on va améliorer la desserte nautique du port et donc de son attractivité en faisant des opérations de dragage qui vont ensuite servir à réaliser ces terre-pleins. Donc c'est une double opération qui permet, avec un investissement conséquent de 60 millions d'euros, donc qui nous permet à la fois d'augmenter les capacités nautiques du port et puis de réaliser ces terre-pleins. Alors il est évident que ce qui est important, c'est de purger, si on peut dire, les procédures administratives. PENA a employé une méthode que je trouve tout à fait pertinente, puisque en préalable à l'enquête publique, il y a eu une large concertation d'ailleurs qui s'était déroulée ici à la ville à Cherbourg et comme à Tour-la-Ville, et qui avait permis d'une certaine façon déjà de recueillir les premiers sentiments des uns et des autres, de façon à finaliser le dossier final d'enquête publique. Et on remarque, puisque l'enquête est close, elle s'est déroulée du 20 août au 19 septembre, eh bien l'on remarque qu'il n'y a pas eu de remarques particulières sur cette extension. Il y a un avis plutôt positif qui se largement, très très largement, qui se dégage, et tout ça avait été prévu et grâce à la concertation qui s'est déroulée en amont. En ce qui nous concerne, nous, la ville de Cherbourg-Octeville, il nous est proposé donc d'émettre un avis relatif à ce projet. Donc aussi, bien évidemment, je vous propose donc d'émettre un avis favorable au projet relatif à l'amélioration des accès nautiques et à l'extension des terre-pleins portuaires du port de Cherbourg et à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Cherbourg de la communauté urbaine de Cherbourg. Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce dossier ou doit-on passer directement au vote ? Il y a eu beaucoup d'informations qui... Voilà, donc je me félicite que nous soyons aujourd'hui amenés à nous prononcer sur cette étape importante et qui est aussi symbolique puisque notre délibération, elle interviendra quelques jours avant la venue du président de la République. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. Et je vous en remercie. La délibération suivante, 2013-232, donc c'est une délibération qui concerne la constitution d'une servitude de passage pour l'extension du golfe des Roches à la glacerie. Dans le cadre des acquisitions foncières, donc nous avons acquis un peu plus de 25 hectares. Parmi les terrains acquis, figurent des parcelles qui appartiennent au consort Crowville pour une surface d'un peu plus de 2 hectares. Et afin de permettre aux vendeurs de continuer à exploiter les propriétés riveraines. On est sur les propriétés riveraines. Donc le conseil municipal est sollicité pour consentir une servitude de passage. Voilà, c'est assez technique, mais ça permet d'assurer la continuité de l'activité de ces agriculteurs. Je rappelle pour mémoire qu'au niveau du golfe, nous avions acquis des terrains en capacité supérieure à ce que nous allons utiliser, puisqu'il y a une partie qui sera justement rétrocédée ou qui est en cours et qui l'a déjà été faite, d'ailleurs pour une grande partie, aux agriculteurs pour qu'ils puissent continuer à développer leur activité. Donc là aussi, tout ça s'est passé dans une forme de concertation que je tiens à saluer. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante concerne la politique d'amélioration de l'habitat. Nous avons une délibération traditionnelle sur l'aide au ravalement de façade. Là, il vous est proposé d'octroyer 2 subventions. Une première subvention de 609,08 € et une deuxième de 688,38 €. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération 227-213 concerne la présence éducative sur le net et la signature d'une charte départementale et d'une convention avec la Maison des adolescents de la Manche.
Donc, ce qu'il faut que, comme c'est expliqué dans l'exposé, en septembre 2012, donc, nous avons répondu à un appel à projet tout à fait innovant qui a été lancé par la Caisse des allocations familiales de la Manche pour la mise en place d'une expérimentation de 3 ans sur un projet de présence éducative sur le net. Donc, après plusieurs phases d'études et de présentation, donc 11 animateurs, éducateurs, agents municipaux ou personnel associatif assurent sur les réseaux sociaux une trentaine d'heures de permanence par semaine avec lesquelles ils peuvent avoir du face-à-face avec des jeunes pour discuter d'un certain nombre de sujets et ainsi avoir une présence éducative sur le net. Le contact, à l'heure actuelle, est établi avec 900 jeunes de manière régulière, donc c'est extrêmement important. Bien évidemment, ce projet, il se fait en lien avec la maison des adolescents qui a la charge de l'animation du réseau départemental des professionnels qui s'appelle les promeneurs du net. Donc cette charte, comme vous avez pu le découvrir, donc elle pose les règles de bonne conduite dans cet espace qui est maintenant ce qu'on appelle la rue numérique, qui est cet espace virtuel, mais qui est de plus en plus utilisé par ses usages, notamment au niveau des jeunes et des adolescents. Donc cette charte qui va donc s'imposer à tous les agents et personnes donc, qui seront en contact avec les jeunes par le biais de cette opération. Donc il est demandé d'en approuver donc la signature, de m'autoriser à signer donc, cette charte départementale et puis la convention ensuite pour l'utilisation du logo et du nom promeneur du net. Y a-t-il des remarques, des oppositions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération de 2013-230 concerne la dénomination de l'esplanade du centre culturel. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans le cadre dans le prolongement de la ZAC des bassins, le centre culturel va être doté d'un espace qui va être devant, qui va être un peu fermé, hein, il faut le dire, même s'il va être ouvert à l'est et à l'ouest, mais il va être fermé dans sa partie sud, notamment par un jardin. Jardin sur lequel il y aura des statues, donc il y aura la statue d'Alexis de Tocqueville, Roland Barthes, je sais que Roland Barthes, Barbé de Revilly, etc. Donc voilà. Ce jardin, donc, il sera d'une certaine façon fermé, même s'il y aura des circulations, et derrière, il permettra le prolongement de la rue Vatel. À ce titre, donc, comme nous l'avons fait en continuité donc, avec les opérations précédentes, nous vous invitons donc à délibérer sur le nom de cette esplanade. Alors, quand on choisit un nom, c'est jamais simple. On peut choisir un nom local, on peut choisir un nom d'un personnage, on peut choisir un nom, et c'est l'option qui vous est proposée, d'une valeur. On a vu dans beaucoup de villes la rue de la Fraternité, la rue de la Liberté, etc., etc. Il vous est proposé de dénommer cette esplanade l'esplanade de la laïcité. C'est un sujet qui a fait l'actualité il y a quelque temps, notamment avec la charte de la laïcité à l'école, qui a été présentée par le ministre de l'Éducation, et charte que j'espère que vous avez lue parce que je la trouve extrêmement intéressante. Vous savez que la laïcité, c'est le cadre qui permet à ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas de vivre ensemble, et à ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, à l'inverse, de respecter les valeurs de la République. Et à ce titre, donc, le ministre est extrêmement clair. La laïcité, elle permet de rappeler les règles qui nous permettent de vivre ensemble. Ce n'est pas une entrave à la liberté, je cite le ministre, mais la condition de sa réalisation. Elle n'est jamais dirigée contre les individus ni contre leur conscience, mais elle garantit l'égalité de traitement de tous les élèves, c'était pour la charte de l'école, et de toutes les exclusions. Elle est donc, cette charte de la laïcité, donc, nous l'avons reçue et je pense qu'elle est maintenant affichée dans les écoles, ou du moins ça ne saurait tarder, puisque ça fait partie des missions qui nous sont incombées, de même que, d'une certaine façon, la promotion des valeurs de la République. Et à ce titre, c'est vrai qu'au fronton de la mairie, je n'ai pas constaté, mais on aura l'occasion d'en discuter,
que nous ayons la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Donc c'est quelque chose qu'il faudra qu'on s'y emploie. Bon, c'est peut-être le poids de l'histoire, le fait du bâtiment, mais c'est important. Nous sommes dans une société où le vivre ensemble est extrêmement important et il faut rappeler les valeurs républicaines. C'est dans ce cadre donc, que nous vous proposons de dénommer donc, cette esplanade de la laïcité. Est-ce qu'il y a des remarques? Je soumets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. Je passe la parole à Michel Louiset en ce qui concerne le port de Plaisance. Donc, Port Normand Associés, gestionnaire des infrastructures portuaires sur le territoire de l'agglomération cherbourgeoise, avait deux structures qui étaient deux structures de concertation à l'intérieur de l'agglomération. La première structure, c'était le conseil portuaire, comme il en existe dans tous les ports. Et donc, ce conseil portuaire fonctionne depuis toujours. Il en existait un par port avant, et l'ensemble des conseils portuaires ont été regroupés dans une seule structure, qui est le conseil portuaire du port de Cherbourg. Il avait été mis en place par Port Normand Associés un conseil de développement. Donc, ce conseil de développement avait établi et avait réfléchi sur l'aménagement portuaire et le schéma directeur d'aménagement portuaire. C'est un petit peu au travers de ce schéma de développement de ce conseil de développement portuaire que nous avions établi toutes les nécessités d'allongement du quai des Flamands, d'extension des terre-pleins, enfin toutes les réflexions qui ont été menées. Donc tout ça a été mené dans le cadre de ce schéma de développement. Donc il nous a semblé intéressant de pouvoir associer l'ensemble des parties prenantes à chacune et à chacun des deux dossiers qui sont concernés. Et PNA nous propose de regrouper et de fusionner le conseil portuaire et le conseil de développement du port de Cherbourg en une seule structure. Et on associera de cette façon-là l'ensemble des intervenants portuaires à l'ensemble des sujets qu'ils concernent. Voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc, délibération suivante concernant le skipper Guillaume Évrard. Alors là, ce sont les délibérations systématiques que nous prenons à partir du moment où nous passons une convention avec un skipper qui a son port d'attache sur Cherbourg. À partir du moment où il participe à des courses nationales ou internationales, le port de Cherbourg a un petit accompagnement à son égard. Et c'est le cas pour Guillaume Évrard, qui, sur un Mini 650, a participé à un certain nombre de courses et représente le port de Cherbourg et la ville de Cherbourg dans ces différentes compétitions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération suivante, la remise de redevance. Alors, non, nous avons, port de Plaisance, le départ de la Solo Basse-Normandie 2013, la prise en charge de la redevance. Non, c'est la 9. Non, c'est bien la remise de redevance dans le cadre de l'accueil de la flotte de voiliers Penduic. J'ai pas ces deux pages. Excusez-moi. Port de Plaisance-Chantraine, remise de redevance dans le cadre de l'accueil de la flotte de voiliers Penduic, 17 au 22 juin 2013. Les voiliers Penduic qui se rendaient à la Grande Armada de la Liberté à Rouen ont fait une escale à Cherbourg. Ils nous avaient proposé cette escale. Donc il y a un certain nombre de manifestations de visites à bord qui ont été organisées pour les Cherbourgeois. Et dans ce cadre-là, nous avons passé une convention avec eux, puisque là aussi, c'est un peu l'animation du port et de la ville de Cherbourg. Donc nous faisons une remise sur l'ensemble des redevances portuaires qui étaient dues par le passage de ces trois bateaux. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc, cette fois-ci... Alors, départ de la Solo Basse-Normandie 2013, prise en charge de la redevance portuaire. Donc, les bateaux qui participent à la Solo Basse-Normandie, qui commence à être une course de renommée régionale relativement importante. En plus, elle est qualificative pour la préparation des skippers pour la course du Figaro. Donc, cette Solo Basse-Normandie avait son départ à partir de Cherbourg. Donc, les bateaux sont quelquefois venus 2 jours avant, 3 jours avant. Donc, il y a une prise en charge dans le cadre de cette Solo Basse-Normandie des places portuaires qui sont mises à disposition des bateaux pour pouvoir préparer le départ de leur course.
Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je laisse la parole à Geneviève Gosselin qui va nous parler d'une convention de servitude. Bien, le réseau ERDF et la société ERDF nous ont sollicité pour implanter une canalisation souterraine sur une longueur totale de 27 mètres et sur une largeur de 0,40 m sur des parcelles appartenant à la ville, rue du Blanc-Ruisseau. Après l'étude du dossier par les services techniques municipaux, il s'avère que cette opération s'inscrit tout à fait dans la concession de distribution publique d'électricité de la commune de Cherbourg-Octeville. Il vous est donc proposé d'autoriser la signature d'une convention qui est annexée. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc, délibération suivante. Eh bien, il s'agit de la même délibération, sauf que cette fois, elle porte sur une parcelle qui est située 34 rue Vintras, sur une longueur de 2 mètres, pour toujours la création d'une canalisation souterraine. Donc, il vous est demandé toujours d'autoriser la conclusion avec la société de la convention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération 221 relative à la résiliation du bail qui est conclu avec l'État. Non, avant. Excusez-moi, il y a une troisième. Alors, toujours une convention avec ERDF, mais pour un objet un peu différent, puisqu'il s'agit de la pose d'un nouveau départ haute tension sur le boulevard Mendès-France. Et donc, la société ERDF sollicite la possibilité d'établir à demeure sur des parcelles qui sont quai Alexandre III et rue du Vieux-Pont, et qui appartiennent toutes les deux à la ville, une canalisation souterraine, cette fois-ci sur une longueur de 81 mètres, ainsi que ses accessoires. Donc, il vous est demandé d'autoriser la ville à signer et à conclure la convention avec ERDF. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc, cette fois-ci, on vote bien la résiliation du bail. Alors, en 2010, nous avions renouvelé le bail pour une durée de 9 ans entre la ville de Cherbourg-Octeville, qui louait à l'État, au ministère de l'Éducation nationale, un immeuble au 78 rue de la Duché à Cherbourg-Octeville, qui abritait le CIO, le Centre d'information et d'orientation. Ce bâtiment nécessite d'importantes rénovations. Des travaux ont été programmés et ont démarré à partir du 15 avril et qui vont se poursuivre jusqu'en 2014. Durant cette période, les services du CIO intègrent les locaux de l'ancienne école maternelle Batavia. Or, la ville loue actuellement 687 mètres carrés de locaux au CIO pour un montant de 5 960,47 € au trimestre, ce qui représente 23 841,88 € par an. Quand le bâtiment sera rénové, le CIO n'occupera plus que 250 mètres carrés pendant qu'il sera relogé dans les anciennes salles de classe. Aussi, compte tenu de ces conditions de location provisoire, il est demandé par l'État de résilier le bail actuel et de rédiger un nouveau bail transitoire pour la durée des travaux. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération suivante, le local du square Filippo-Leca. Il s'agit de renouveler un bail commercial qui est conclu avec Presqu'île Habitat, qui est un local situé rue Aublé, square Filippo-Leca, qui est mis à disposition de l'association Accueil des villes françaises Cherbourg-Octeville. Ce bail est arrivé à échéance le 14 septembre 2012 ou 2013 ? Je pense que c'est plutôt 2013. Et Presqu'île Habitat a soumis le projet d'un nouveau bail d'une durée de 9 années qui prend effet rétroactivement à partir du 15 septembre 2012 pour expirer en septembre 2021. Donc c'est bien 2012. Le loyer annuel est fixé à 2 065 €. Il est révisable au 1er septembre de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction et de l'habitation. Et vous avez le projet de bail et vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer le renouvellement de ce bail commercial. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Rétrocession de parcelles rue du Blanc-Ruisseau.
En 2009, dans le cadre du programme local de l'habitat, la ville avait cédé à la société Brémond des parcelles de terrain situées rue du Blanc-Ruisseau pour réaliser la construction de 21 logements. Il avait été conclu à ce moment de la vente qu'il serait rétrocédé à la ville des emprises qui sont situées dans une zone dite de Talweg afin qu'il soit aménagé un espace public naturel. Pour cela, un document d'arpentage a été établi par Géomètre pour délimiter les surfaces qui devraient revenir dans le domaine de la ville. Il s'agit d'un certain nombre de parcelles d'une contenance totale de 1533 m² avec les numéros de cadastre indiqués. La rétrocession sera consentie à titre gratuit par l'association syndicale libre Résidence du Blanc-Ruisseau, qui est un syndic de copropriété de ces 21 logements du Blanc-Ruisseau, et l'ensemble des espaces communs du lotissement lui ayant été apporté. Donc il vous est demandé d'autoriser l'acquisition à titre gratuit de ces parcelles et d'autoriser monsieur le maire à signer les actes de cette transaction. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc délibération suivante. Vous connaissez les travaux qui sont en cours de réalisation pour la mise en place d'une pompe à vapeur à la chaufferie de la Divette par l'association syndicale du quartier de la Divette. Et cette association syndicale a sollicité la ville pour une occupation du domaine public pour la création d'un réseau 12. En effet, ce réseau nécessite que soit posé en pleine terre un certain nombre de fourreaux dans les parcelles qui appartiennent au domaine de la ville sur la rue du Pont et la rue de Psicari. Il vous est donc proposé de conclure avec l'association syndicale du quartier de la Divette une convention d'occupation du domaine public de la ville sur une durée de 15 ans avec un paiement d'une redevance annuelle de 290 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je cède la parole à Lydia Thiolan qui va nous parler d'une délibération concernant une subvention pour les concerts de poche. Oui, alors les concerts de poche, c'est le nom d'une association, l'association qui nous a proposé ce projet. Cette association, elle organise un peu partout en France des rencontres entre de très grands professionnels du lyrique et des chœurs d'amateurs, et ce, toujours autour de la préparation et de la diffusion d'un spectacle commun. Le but, bien entendu, il est de faire découvrir au plus grand nombre, au public le plus large possible, ces grandes œuvres du répertoire lyrique. Alors, à la ville de Cherbourg-Octeville, bien entendu, nous avons été immédiatement séduits par ce projet et plusieurs délégations de la ville de Cherbourg-Octeville se sont mobilisées. La délégation de la solidarité, la délégation enfance-jeunesse, la délégation politique de la ville et la délégation de la culture. Donc mes collègues Frédéric Bastian, Muriel Josot-Marinier ou Liliane Loisel pourraient vous parler aussi bien que moi de ce projet. Par ailleurs, Mona Guichard, directrice de la scène nationale, a accepté de s'associer au projet et d'intégrer le spectacle dans la programmation officielle de la scène nationale. L'œuvre qui sera présentée est le très populaire opéra Carmen. Plusieurs ateliers ont d'ores et déjà été constitués dans de nombreuses structures. Évidemment, nous avons souhaité nous tourner en priorité vers nos seniors et les habitants des quartiers. Donc, il y a d'ores et déjà des ateliers créés dans le Collège des Provinces, le Collège Le Ferronnet, nos espaces solidaires et nos structures d'hébergement seniors. Ces ateliers, ils vont être menés de septembre à décembre à raison d'une répétition par semaine. Et les 13 et 14 décembre, nous aurons le plaisir d'assister à 2 représentations de Carmen, avec donc de très grands interprètes. Et nous aurons aussi le plaisir d'écouter tous ces ateliers réunis en un seul chœur, ce chœur qui se produira en levée de rideau. Il faut préciser également que ce spectacle constituera un des temps forts du Forum Senior de cette année, qui a pour thème les loisirs et la culture, et qui se déroulera au début du mois de décembre à la salle des fêtes. Donc vous avez le budget de ce projet, un budget de 63 550 €, parce qu'il faut bien sûr rémunérer les chefs de chœur qui animent ces ateliers pendant 4 mois, et surtout il faut financer le déplacement et l'accueil des interprètes et des musiciens professionnels pour les 2 représentations.
compte tenu du caractère exceptionnel de ce projet, la ville a choisi de participer financièrement à hauteur de 21 500 €. GDF Suez, comme mécène de l'opération, participe pour 5 000 €. Le reste étant financé par la scène nationale. Et nous sollicitons également, par cette délibération, la DRAC et le département à hauteur de 3 000 € chacun. Donc, réservez vos dates des 13 et 14 décembre prochains. Par rapport à cette délibération, y a-t-il des demandes de parole? Sinon, je soumets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. La délibération suivante concerne donc les Mercuriels 2013. Oui, je vais aller plus vite sur cette délibération parce que vous connaissez déjà très bien cette opération que nous présentons chaque année et ce depuis 13 ans. Pendant une semaine, il y a une quinzaine d'ateliers d'écriture qui ont lieu dans la ville. C'est cette semaine, c'est en ce moment que ça se déroule à Cherbourg, qui touchent entre 200 et 300 personnes chaque année. Ces ateliers, ils sont proposés en priorité à des personnes qui sont éloignées de la culture et qui, de cette façon-là, vont retrouver un goût pour les mots. Ces ateliers, ils sont toujours menés par des écrivains de grand talent et c'est aussi l'occasion pour le public cherbourgeois de les rencontrer et de découvrir leurs œuvres. Ça a été le cas hier avec une rencontre publique à la Galerie Bert. Cette année, en raison du thème choisi par le Forum Senior, 2 ateliers ont été proposés dans les foyers résidences du Vieux Château et des Roquettes. Comme d'habitude, ces ateliers donneront lieu à un spectacle. S'il vous intéresse, eh bien, ce sera demain soir, vendredi à 20h30 au Vox, puisque la Compagnie du Phénix met en scène les textes qui sont rédigés pendant ces ateliers. Et il y aura également, comme d'habitude, une publication. Le budget de ce projet, eh bien, il est, comme les autres années, de 46 000 €. Il est financé pour moitié par la ville et par cette délibération. Comme d'habitude, nous allons solliciter les subventions les plus larges auprès de la DRAC, de l'ACCE et du contrat urbain de cohésion sociale. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc, délibération suivante. Oui, la délibération suivante concerne la convention passée entre la ville de Cherbourg-Octeville, le service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Manche et la maison d'arrêt de Cherbourg-Octeville. Cette convention, vous la connaissez déjà. Il s'agit cette fois simplement d'un avenant. Et dans cet avenant, eh bien, vous trouverez la programmation 2013 menée avec nos bibliothèques et notamment, puisque nous en parlions à l'instant, un atelier d'écriture dans le cadre des Mercuriels. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération suivante donc, concerne la Brèche, donc notre pôle national des arts du cirque. Oui, la Brèche, eh bien, c'est un équipement qu'on ne présente plus. Il existe déjà depuis l'an 2000. Il est devenu EPCC en 2006, ce qui a permis de réunir les financements de l'État, de la région, du département et de la ville à parité. Cet équipement, il a été labellisé Pôle national des arts du cirque en 2011. Il faut préciser qu'il n'existe que 12 établissements labellisés Pôle national en France. Alors, comme tous les établissements labellisés par l'État, la Brèche doit respecter un cahier des missions et des charges définis par l'État. Le directeur doit présenter un projet artistique et culturel qui répond à ce cahier des charges. Et enfin, eh bien, l'État et les collectivités doivent co-signer un contrat d'objectifs qui valide ce projet. C'est l'objet de la délibération d'aujourd'hui. Elle a pour objet de vous présenter cette convention 2013-2014 et le projet d'Yveline Rappeau. Alors, en résumé, les missions de la Brèche, si on doit véritablement résumer, il s'agit bien sûr de porter et d'accompagner tous les talents reconnus, mais aussi les talents émergents du cirque contemporain. Et vous le savez, la Brèche, c'est d'abord et avant tout un lieu de résidence pour les artistes. Il s'agit aussi, bien sûr, de faire découvrir à un public le plus large possible ces nouvelles formes de création. Et dans un second temps, la Brèche est donc également un lieu de diffusion du cirque contemporain. Et nous avons eu l'occasion de constater que ces moments de diffusion sont de plus en plus nombreux, puisqu'en plus du festival Spring,
qui réunit chaque année à peu près 11 000 spectateurs en Basse-Normandie. Il existe aussi les présentations de fin de résidence, les escapades d'hiver et d'été et les rendez-vous avec le CNAC. Alors le projet d'Yvelines, si on doit le résumer là aussi, bien sûr, il comporte la volonté très forte de remplir les missions que nous avons décrites précédemment, avec un accent particulier mis sur les actions culturelles en direction des scolaires et de l'implantation dans le quartier. Si on doit définir l'originalité du projet d'Yvelines, il faut insister sur le fait qu'elle voudrait faire de la Brèche, en plus de tout ce que nous avons décrit jusqu'à présent, un véritable lieu de réflexion sur le cirque contemporain. Un lieu où des chercheurs pourraient être accueillis pour écrire sur le cirque contemporain. Un lieu de séminaire, un lieu de formation pour les professionnels. Bref, à nouveau, un lieu de référence incontournable dans le cirque contemporain. Un petit mot sur le budget qui est associé à l'ensemble des éléments que vous avez. C'est un budget total d'1,2 million d'euros avec énormément de financeurs. Vous aurez remarqué qu'il y a certes l'État, la région, le département et la ville, mais aussi la communauté urbaine de Cherbourg, la ville de Caen, le département de l'Orne et l'Union européenne pour le projet franco-anglais qui s'appelle PASS et qui est essentiel. Donc au total sur ce budget, la ville participe à hauteur de 186 500 euros, c'est-à-dire seulement pour 15% du budget total. Donc nous pouvons ici, à cette occasion, nous rappeler une nouvelle fois quelle chance nous avons à Cherbourg-Octeville de posséder un équipement comme celui-là, d'une si grande qualité, avec finalement un coût pour la ville assez modeste. Nous devons aussi souligner l'excellent travail qui est fourni en ce moment par Yveline Rappeau et toute son équipe. Tout à fait. C'est un équipement qui contribue à faire rayonner la ville largement au-delà des frontières de l'agglomération et de notre bassin de vie du Cotentin. Je dis très largement. Par rapport à cette convention, qui vote contre ? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Dernière délibération, non, pas dernière, avant-dernière. Avant-dernière, non, oui. L'association N&I, Ni et compagnie. Oui, c'est une compagnie de théâtre amateur menée par Christine Asne qui forme une soixantaine d'élèves entre 5 et 18 ans. Christine Asne crée chaque année un nouveau spectacle qu'elle s'efforce de proposer à divers festivals en France. En 2012, nous avions aidé la compagnie à se produire au festival de Narbonne et en 2013, c'est à Trégueux que la compagnie s'est déplacée. Évidemment, un tel déplacement est assez coûteux pour l'association et nous vous proposons donc de soutenir le projet à hauteur de 500 euros pour un coût total de 4 255 euros. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération concernant le muséum Emmanuel Lié. Le Muséum Lié conserve une très importante collection d'archéologie régionale, une collection qui permet d'ailleurs de suivre l'histoire du Cotentin, du Paléolithique jusqu'à l'âge de fer. Cette collection, elle a fait l'objet d'un inventaire, mais malgré tout, elle demeure encore à l'heure actuelle assez mal renseignée. Voilà pourquoi le muséum a souhaité s'associer à l'INRAP, à l'Institut national de recherche archéologique et préventive, lequel INRAP mettra à la disposition du muséum 2 archéologues pendant 10 jours qui étudieront les collections. Donc cette délibération, elle a pour objet d'autoriser Monsieur le maire à signer cet accord avec l'INRAP. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je remercie Lydia Thuan d'avoir rapporté ces différents exposés en dépit du rhume qu'elle couve. Jean-Claude Magalaès va nous parler de la mise en œuvre de la Semaine de la Solidarité internationale 2013. Je te laisse la parole. Attends, j'ai un petit problème de souris. Voilà. La ville participe à la Semaine de la Solidarité internationale. Donc le thème qui a été choisi cette année, c'est la bonne gouvernance et la citoyenneté. La gouvernance dans les pays en voie de développement est un problème majeur. Je crois, moi, que l'aide au développement n'est rien si elle n'est pas associée d'un volet gouvernance, transparence de gestion. C'est donc d'ailleurs dans ce sens que l'Union européenne soutient la communauté urbaine dans le domaine de la gouvernance de l'eau à hauteur de 850 000 euros.
C'est le seul projet d'ailleurs qui a été retenu dans ce domaine par l'Europe au Sénégal. Et donc nous nous sommes appuyés sur cette action de la communauté urbaine pour monter notre propre semaine de la solidarité internationale, comme quoi en regroupant les moyens, on fait mieux avec beaucoup moins d'argent. C'est notre souci constant. Donc, lors de cette semaine de la solidarité internationale, nous aurons les 4 présidents de la communauté rurale de l'arrondissement de Tangory qui seront accompagnés de leur vice-président, qui viendront donc à Cherbourg pour participer à un programme de formation et d'échange sur l'administration d'un service public tel que celui de l'eau. Et donc, nous avons saisi cette occasion de cette visite pour décliner et approfondir le thème de la gouvernance et de la citoyenneté. Donc, afin d'animer les échanges lors des ateliers et débats, nous avons demandé à Christophe Sidel, que vous vous souvenez peut-être l'avoir vu, puisque c'était lui qui avait fait l'évaluation de la coopération décentralisée de la ville avec la communauté rurale de Koubanan. Par ailleurs, dans cette semaine, donc, qui animera un débat, c'est le jeudi soir, et bien sûr, vous êtes tous cordialement invités comme tous les ans. Nous aurons également dans la semaine un certain nombre de films de sensibilisation auprès des élèves des collèges. Et donc le thème, c'est être maire. Je pense que dans une période quasi préélectorale, ce sera tout à fait... Surtout qu'on parle maintenant de l'élection d'un droit de vote peut-être à 16 ans. Ce sera l'occasion de créer des jeunes, comment dirais-je, volontés, de jeunes ambitions. Et toujours dans cette semaine de la solidarité internationale, nous aurons un village des associations qui sera donc le samedi précédent, c'est-à-dire le samedi 17 novembre. Qui vote contre? Samedi 16. Samedi 17, oui. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Jean-Claude va nous parler donc toujours du jumelage protocolaire entre les communes de Cherbourg-Octeville et Somone. Toujours du Sénégal et du Soleil. Donc depuis plus de 10 ans maintenant, l'association Teranga intervient auprès des populations de Somone. L'association a engagé un certain nombre d'actions dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Elle a par exemple appuyé la construction de classes, d'écoles, de la maison de la femme. Elle a aussi eu des actions de sensibilisation à la santé, des séances de vaccination et d'auscultation. Il y a eu un soutien à la mise en informatique et du réseau informatique sur le village de Somone. Et il y a même un petit journal qui est le petit frère, je crois, d'un journaliste qui est là, puisqu'il est lié à la presse de la Manche. Donc, il y a eu donc au niveau de cette association un gros travail qui a été fait. Et il nous a semblé... Alors, la commune de Somone, enfin plus exactement le village de Somone étant devenu commune, le maire de Somone a souhaité qu'il y ait un lien un peu entre la ville de Cherbourg et la commune, la nouvelle commune de Somone. Donc ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est un jumelage qui a pour objectif ou pour ambition de faire reconnaître l'action de l'association Teranga. Quand je dis reconnaître, c'est un peu un pléonasme, car c'est une action qui est déjà bien reconnue, puisque c'est une association très active. Et donc, dans ce cadre, nous accueillerons la semaine prochaine, mardi 1er octobre, monsieur le maire de Somone pour la signature de cette convention de jumelage, bien sûr, si vous la votez. Pour ceux qui connaîtraient mal l'action Teranga et ses actions, il y a une réunion qui est prévue de l'association pour présenter son action à 17h30 dans ses locaux, de façon à ce qu'ils puissent présenter le travail qu'ils font à Somone. D'accord. Merci Jean-Claude. Y a-t-il des... Donc je soumets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Abstention? Délibération donc adoptée à l'unanimité. Je donne la parole à Liliane Loisel qui va nous rapporter donc le rapport, l'utilisation de cette dotation de solidarité urbaine. Oui, la ville bénéficie donc de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Et à ce titre, depuis 2008, un bilan d'utilisation est donné à tous les conseillers municipaux. Il est, comme chaque année, en votre possession et je vais juste le commenter brièvement. Je vais d'abord rappeler comment est calculée cette dotation. C'est sur la base d'un indice qui prend en compte 4 points. Le potentiel financier par habitant, le nombre de logements sociaux sur la ville,
le nombre de personnes ayant une allocation logement, qui est quand même au nombre de 12 433 sur la ville, et le revenu par habitant de la commune. Je rappelle aussi que cette dotation est une composante de la dotation globale de fonctionnement, qu'elle est attribuée aux communes qui supportent des charges élevées et sont confrontées à une insuffisance de ressources. Elle est faite selon la loi pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les villes qui possèdent des quartiers ZUS et ZFU. Vous avez des informations INSEE sur la population de ces quartiers qui me semblent intéressants à lire, en particulier le revenu médian des 2 quartiers les plus concernés pour notre ville par rapport au revenu médian de l'agglomération. Pour 2012, la ville s'est trouvée à la 197e place sur 928 communes concernées en France métropolitaine. Le montant attribué à la ville est de 4 229 928 €. C'est un montant en augmentation de 193 600 € par rapport à l'an passé. Donc cette délibération présente ici la liste des dépenses de la ville pour les actions, que ce soit en investissement ou en fonctionnement, à partir du moment où c'est lié à cet effort de solidarité urbaine. En investissement, c'est le projet de renouvellement urbain entre terre et mer. Vous avez donc la liste pour l'année 2012, le parc Mendes France, les espaces verts de la Montquentin, plus une réhabilitation des groupes scolaires. En investissement, on y adjoint aussi le mobilier urbain, les jeux par exemple pour les enfants, et vous avez aussi la cuve de récupération d'eau de pluie du jardin partagé. Donc ça se monte à 2 345 608 €. Côté investissement, on arrive cette année, en 2012, à 5 289 370 €. Ce sont les actions que la ville inscrit au contrat urbain de cohésion sociale ou des actions dans les espaces solidaires, ainsi que les subventions que la ville donne aux associations pour les actions qui sont précisément inscrites dans le contrat urbain de cohésion sociale. Vous avez eu 79 actions pour 2012, des actions qui, je le rappelle, doivent correspondre à une nomenclature spécifique fixée par l'État, dont les thématiques et la liste vous sont détaillées dans le rapport. Donc, si on fait le total investissement plus fonctionnement, on arrive à un montant de 8 631 495 € qu'il faut rapprocher du montant donné par l'État, qui est de 4 229 928 €. Ce qui montre, encore une fois, tous les efforts que la ville réalise dans les quartiers et les publics prioritaires de la politique de la ville. Il vous est donc demandé d'approuver ce rapport annuel. Merci Liliane. Juste une information complémentaire, puisque donc la nouvelle est tombée cette semaine du ministre lui-même. Donc les quartiers des zones urbaines sensibles qu'on a citées à Montquentin, Province, Avenue de Paris, et puis quartier Sud-Est, Maupas, sont éligibles à ce qu'on appelle les emplois francs. Alors, les emplois francs, c'est un dispositif qui permet d'accompagner les employeurs qui recrutent en CDI des jeunes qui résident sur ces quartiers et qui sont demandeurs d'emploi. C'est comme le précise Geneviève Gosselin, c'est une subvention de 5 000 € par emploi. Voilà. Par rapport à cette délibération, qui s'abstient, qui vote contre, délibération adoptée à l'unanimité. Daniel Joanne va nous parler de la tarification des centres de loisirs sans hébergement. Je te passe la parole. Donc, délibération 190, effectivement, qui corrige une erreur matérielle sur de précédentes délibérations et qui vous permet en même temps de retrouver les différents tarifs pour le temps du soir, donc qui est tarifé à 1%
par enfant et par mois. Le mercredi demi-journée, 2% du quotient familial. Et le mercredi journée, 4%. Le mercredi journée qui disparaîtra à la prochaine rentrée scolaire avec la mise en place de la semaine de 4 jours et demi. Bon, je ne vais pas tout vous lire. Il vous est indiqué également donc, la séance occasionnelle et la règle adoptée en cas de garde alternée. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération concernant la définition des actions du contrat enfant-jeunesse. Donc, afin de renouveler ce contrat donc, avec la CAF pour la période 2013-2016, donc il convient de préciser les actions. Donc, vous avez plusieurs types d'actions qui sont les actions qui, dans le précédent CEJ, n'étaient pas éligibles, mais ont quand même été retenues. Les actions qui étaient les actions antérieures, mais qui celles-ci étaient éligibles et que la CAF appelle les actions stock. Vous avez ensuite, c'est très technique, je m'excuse, mais vous avez ensuite les actions prises en compte dans le nouveau CEJ, qui sont donc les nouvelles actions. Et la prise en compte de l'ensemble de ces actions dans le contrat enfant-jeunesse nous permet de recevoir les subventions de la CAF. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante sur la prestation de service unique. Donc, avec une nouvelle délibération qui est sur table, puisqu'une petite erreur de frappe était dans la délibération précédente. Donc, nous répondons avec cette délibération à une circulaire de la CNAF de juin 2011 qui a modifié certaines conditions, notamment sur les taux d'effort, les absences déductibles, les majorations possibles, la maladie de l'enfant, etc. Donc, vous avez ici un certain nombre d'indications sur la manière dont nous y répondons, notamment sur le taux d'effort. Bon, la grille du taux d'effort reste identique. Nous indiquons également la règle en cas de présence d'un enfant en situation de handicap. En l'absence de justificatif de retenue, donc c'est bien en l'absence de justificatif et non pas en l'absence de retenue, ce qui était marqué dans la délibération originale, ou de non-communication des ressources, le prix plafond est appliqué. Un accueil exceptionnel d'urgence, un taux horaire de 2,30 €, etc. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération suivante, le projet éducatif local. Donc, le Conseil général nous demande de reverser à des associations un certain nombre de subventions qui s'inscrivent dans le cadre du projet éducatif local. Donc, vous avez ici la liste de ces associations et des montants considérés. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Ensuite, la délibération sur la prestation de services ordinaires. Donc, cette fois-ci, c'est en fait le classement du site Picno qui était précédemment, qui n'était pas isolé et qui était classé en fait arbitrairement avec le quartier des Vallons. Et cette fois-ci, donc, il nous est demandé de faire une prestation particulière pour le site Picno. Et là aussi, pour l'année qui vient, puisque à partir de la rentrée prochaine, l'occupation du site Picno à la journée sera supprimée. Merci de ces précisions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Et enfin, donc, la subvention de fonctionnement pour la crèche familiale. Donc, dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion avec la CNAF, donc celle-ci a mis en place un FACEJ 3, donc ciblé sur les spécificités territoriales. Et par la délibération en date du 29 septembre 2011, vous avez autorisé la signature de la convention FACEJ qui concernait la crèche familiale. Par courrier en date du 8 août 2013, la CAF de la Manche nous informe qu'il a décidé d'attribuer une nouvelle subvention qui est attendue à hauteur de 15 000 €. Bonne nouvelle. Mais, qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Vous voyez que nos relations avec la Caisse d'allocation familiale sont un petit peu complexes de par les multiples dispositifs d'intervention, mais je remercie Daniel et les services de maîtriser cette complexité. Guylaine Godin va à délibération suivante, donc nous parler du parking Gambetta-Fontaine. Alors, je te laisse le micro.
La délibération est courte, donc je vais vous la lire. En 2003, la ville de Cherbourg-Octeville, modernisant ses équipements de paiement du parking Gambetta-Fontaine, a souhaité accepter les paiements de stationnement par la carte Cotentin. Les termes de la convention signée avec les sociétés Agis et Sigma Bank étant modifiés, il convient de signer un avenant à cette convention avec le nouvel opérateur retenu par l'association Carte Cotentin. Donc, on vous demande d'autoriser Monsieur le maire à engager l'ensemble des démarches nécessaires à l'acceptation de la carte Cotentin à la caisse du parking Gambetta-Fontaine en signant un avenant à la convention avec les sociétés Applicam qui développent les cartes de fidélisation et avec la société Sigma Bank qui assure la gestion des paiements par la carte Cotentin. Voilà. Donc, il y a un mariage. par rapport à cette délibération, donc, qui vote contre, qui s'abstient, donc délibération adoptée à l'unanimité. Je précise que par rapport au parking Gambetta-Fontaine, donc les tarifs sont quand même des tarifs très attractifs, hein, puisque maintenant on a un paiement à la demi-heure qui est de 20 centimes. Qui est de 20 centimes. Donc pour 1 €, on peut se stationner pendant 2h30. Bien, ce que je vous propose, moi, c'est de faire une interruption de séance pour permettre donc à l'intersyndicale du centre hospitalier public du Cotentin de pouvoir entrer et puis faire ses déclarations. Bonjour. On va peut-être donner une... Le problème, c'est qu'on n'a peut-être pas de micro. Au niveau micro, il y a un micro portable derrière ? D'accord. On va donner un micro. On va vous donner un... Merci, bonjour. Je ne sais pas s'ils ont distribué. Tu distribues peut-être C'est bon, tout le monde est là ou pas? Non, c'est plus court. C'est un peu plus explicite, voilà, c'est plus court. C'est bon, tout le monde est rentré? Monsieur le maire, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, si nous sommes là aujourd'hui devant vous, c'est pour vous dire notre profonde déception
par rapport à la situation de l'hôpital et au peu de soutien de nos élus locaux. Après 10 années de gestion calamiteuse de la part de la direction, qui a placé cet établissement dans un gouffre financier abyssal, gestion qui est aussi due à certaines pratiques médicales qui n'ont pas su tirer notre établissement vers le haut. Nous avions rencontré les différents élus de notre région, espérant un soutien sans faille devant les projets pharaoniques et les suppressions de postes prévues par la nouvelle direction, 150 postes sur 3 ans, et 20 millions d'investissements, montant égal au déficit. Nous pensions avoir le soutien de monsieur le maire de Cherbourg-Octeville, qui nous avait dit que cette réforme était injuste. Le directeur, malgré les négociations, a envoyé une lettre à l'ensemble du personnel pour expliquer la mise en place des nouvelles réorganisations. Cette lettre était co-signée par le président du conseil de surveillance et maire de Cherbourg-Octeville. Comment avez-vous pu signer une telle lettre? Notre ancien maire, qui venait chaque année nous expliquer lors des vœux à l'hôpital que cette politique de tarification à l'activité allait tuer l'hôpital public et qu'il fallait changer cela, semble aujourd'hui avoir la mémoire bien courte. Il prévoit même de faire des économies en baissant les tarifs de remboursement des actes pratiqués dans les hôpitaux et parle de restructuration. On achève bien les chevaux, monsieur le ministre. Le nouveau directeur, qui en arrivant nous promettait de changer les choses et de relancer par exemple la chirurgie ambulatoire, se réfugie aujourd'hui devant ce triste bilan de 7 millions de déficit supplémentaires derrière l'épisode neigeux en début d'année. Quelle belle excuse! Il n'a rien fait pour organiser le bloc, ni l'activité dans certains services. Il n'a rien fait non plus concernant l'intérim médical, qui est passé de 1,7 million en 2011 pour passer en 1,9 million en 2012, soit près de 10% du déficit. Il est inacceptable de payer un intérimaire 900 € par jour et de demander 5 RTT au personnel paramédical pour redresser les finances. Il prévoit d'investir 20 millions d'euros, soit le montant de la dette. Les réorganisations auxquelles le personnel paramédical n'est pas associé rendent encore le malaise plus palpable dans les équipes et cela finira par se ressentir sur la prise en charge du patient. Toutes ces réorganisations et suppressions de personnel ne vont servir qu'à montrer aux banques la bonne gestion de notre directeur, qui n'aura joué que sur le volant de la masse salariale, mais juste sur le personnel paramédical une fois de plus. Nous sommes venus vous rappeler vos promesses et vous dire que même en donnant tous nos congés, tous nos RTT, cet établissement ne sortira pas comme ça, que si un jour la chirurgie devait disparaître, voire plusieurs services de cet établissement, privant ainsi la population du Nord-Cotentin des soins de proximité, nous, personnel hospitalier et patients, saurons nous rappeler à votre bon souvenir avec un des seuls droits qui nous restera, le droit de vote. Bon, je vous remercie de votre intervention et, comme je vous l'ai dit, je peux comprendre quelle est à l'heure actuelle vos interrogations. Je peux comprendre quelle peut être d'une certaine façon votre colère. Ce que je ne voudrais pas, c'est que nous soyons dans l'incompréhension. Juste quelques éléments que je rappelle aux membres du conseil municipal, c'est que notre hôpital public du Cotentin est malheureusement en danger. Et à ce titre, donc il y a certes des déficits, mais d'une certaine façon, il risque aussi d'être en cessation de paiement. Alors cela est dû certes à un contexte qui n'est pas favorable, et vous l'avez souligné, l'adoption en 2003 de la T2A, donc la tarification à l'activité, ne joue pas en faveur notamment des missions d'intérêt général d'un hôpital public, mais au-delà de cette tarification, il y a aussi, et il faut le reconnaître, des problèmes d'organisation, un déficit d'attractivité
qui fait que nous avons des difficultés, qu'il y a des difficultés à recruter des nouveaux médecins. Et puis il y a aussi dans l'organisation, et ça c'est un des points qui avait été mené par l'audit, une consommation de ressources qui est peut-être un petit peu supérieure à ce qui se fait dans des hôpitaux de taille comparable. D'où la nécessité de réduire le déficit, tout en continuant bien évidemment à améliorer l'accueil et la prise en charge des patients, sans dégrader les conditions de travail des agents. Alors, quelles sont les pistes? Et c'est là où ça devient intéressant. Que dit l'audit PHME? L'audit PHME propose un certain nombre d'éléments. Le premier, c'est le développement de l'activité. Et à ce titre, nous inaugurerons lundi prochain à Valognes une nouvelle unité, qui est une unité cognitivo-comportementale pour les soins de suite et de réadaptation pour les personnes qui souffrent de maladie d'Alzheimer. Cette unité qui sera ouverte sur Valognes créera 20 emplois. Le développement de l'activité, le développement... Bon, permettra, c'est une activité... Non, alors on est d'accord, c'est une activité nouvelle qui permettra, qui occupera, si on peut dire, 20 personnes. C'est dur. On est d'accord sur le fait que ça, c'est du redéploiement. Ce n'est pas de la création d'emplois supplémentaires, mais néanmoins. Bon. Toujours est-il que le développement de l'activité fait partie, bien évidemment, des pistes de travail, le renforcement de l'offre de soins. Et à ce titre, donc, un certain nombre de choses ont été mises en avant, notamment, puisqu'on parlait tout à l'heure de Valognes, mais le fait que sur Valognes, on peut aussi développer des consultations avancées sur l'ensemble du bassin de vie qui sont au sud de Valognes. Alors, l'HAD de Valognes a été regroupé en unisite, et qui permettra d'augmenter la capacité d'accueil et le développement. Ensuite, la deuxième piste, et c'est une piste que nous travaillons en lien avec Geneviève Gosselin, c'est les discussions avec l'Agence régionale de santé. À ce titre, n'oublions pas que sur le déficit de 7 millions de l'année dernière, l'Agence régionale de santé a apporté une dotation complémentaire de 3 millions d'euros. Cette année, pour faire face aux difficultés urgentes de l'hôpital, durant l'été ou avant l'été, elle a apporté 1 250 000. D'autre part, donc, elle facilite l'aide à l'emprunt, parce que nous sommes à la limite de la cessation de paiement. Et que d'autre part, donc, elle est attentive pour que l'hôpital du centre hospitalier public du Cotentin puisse, d'une certaine façon, faire partie de mesures nationales d'accompagnement. En ce qui concerne... devant les gens qui sont ici, que l'ARS va doter le CHU qui a 143 millions de déficit et qui ne fait pas de solidarité, alors qu'ici les gens ont 20 millions, leur demande de se serrer la ceinture. Je vous rappelle que votre gouvernement a bloqué le point d'indice également. Enfin, ces gens qui sont au gouvernement ont bloqué le point d'indice. Madame Gosselin qui ici pourrait nous le dire. Il n'a pas prévu de réévaluation en 2015. Vous demandez aux gens de supprimer leur RTT pour compensation de quoi? Ni à ces gens-là de quoi? Arrêtez-vous à faire des poches. Et je vous rappelle comment ça fait que l'hôpital est une certaine civilisation ancestrale que vous devez défendre et que vous devez défendre. Ouais. Bon. Alors, dernier point. Je termine. Je voudrais simplement vous dire une dernière chose. Si des efforts doivent être consentis, les efforts doivent être équitablement répartis. Alors, en ce qui concerne les... Bon. En ce qui concerne le personnel médical,
Voilà. Bon. Non, mais je... Vous dites que les trop personnels, mais rappelons ici à l'Assemblée que l'hôpital Pasteur accueille 19,7% de personnes de plus de 80 ans. Tout à fait. La moyenne nationale est de 12%. Tout à fait. Non, mais... Je suis... La politique de santé dans ce pays favorise comment s'appelle la privatisation et l'accès aux soins pour les plus riches. Voilà. Bon. Je voudrais juste terminer par une information. Cette information, elle concerne le personnel médical. Le personnel médical va avoir un certain nombre d'orientations, parce que c'est vrai, on sent qu'il y a une volonté du personnel médical de faire des efforts. On sent. Je termine. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il ne faut pas se contenter d'une intention. Il ne faut pas se contenter d'une intention. C'est pour ça qu'il est demandé et exigé une bonne régulation de la présence médicale. Il est demandé et exigé la réduction de l'intérim. Il est demandé et exigé la diminution des plages additionnelles, la production de tableaux de congés médicaux au moins 6 mois à l'avance, la diminution du coût des astreintes opérationnelles, Alors, le premier pôle, on ne va pas discuter sur le plan des pôles, mais le premier pôle qui serait mis en place, c'est le pôle mère-enfant. C'est lui. Bon. Enfin, pour terminer, il... Je vais vous dire, pour appuyer, donc je termine mes propos par rapport à ce qui est demandé au personnel et aux médecins, c'est bien le respect des obligations réglementaires en matière de tableau de service, de validation de temps de travail médical et du respect des règles de fonctionnement, que ce soit notamment au niveau des plannings et au niveau des rendez-vous. Et vous savez très bien qu'il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements. Ce que je ne voudrais absolument pas, c'est que dans cette réunion, on oppose les uns et les autres. Chacun a la conscience de défendre le service public. Et que nous avons... Voilà. Voilà. Il y a une chose qu'on peut vous dire. Ça fait déjà 3-4 mois qu'on demande qu'il y ait une réunion médecins personnel concernés. Depuis 4 mois, rien. La direction tourne en rond. D'accord. Donc le personnel ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans cet établissement. Par contre, on va subir ce qui va se passer. Monsieur Ollier, nous, ce qu'on demande, c'est pas compliqué. On ne veut pas de privilèges, on veut rien. On veut l'effacement de la dette de notre établissement. 21 millions, c'est rien 21 millions. Nous, on veut l'effacement de cette dette pour repartir sur des bases saines. On ne perdra aucun RTT, on ne passera pas en 12 heures et il est hors de question qu'on mette la population cherbourgeoise en danger. Sous prétexte de faire des économies. Effacement de la dette, on exige. Ça va être demande.
des milliards tous les ans de fraude fiscale. Là, on vient de nous dire qu'il y avait 30 milliards tous les ans aussi de fraude à la TVA. De plus, le gouvernement a fait 200 milliards de cadeaux d'exonération de cotisations sociales aux patrons. Alors, s'il y a de l'argent à récupérer, c'est là-dessus qu'on doit récupérer, et pas sur un petit personnel qui fait tous les jours des efforts. Si vous le permettez, je voudrais juste rajouter quelque chose pour essayer d'aller peut-être de l'avant dans le concret. D'abord, je ne referai pas l'historique. On s'est rencontrés, vous êtes venus me voir. J'avais transmis une demande de médiation au ministère de Madame Touraine. Et à l'issue de cette demande de médiation, j'avais eu un coup de fil de l'ARS qui souhaitait qu'avant qu'un médiateur soit nommé, il puisse vous rencontrer et qu'une nouvelle négociation soit à nouveau mise en place. À l'échec de cette négociation, nous avons reçu à nouveau avec Bernard Cazeneuve, qui devait faire une intervention. Effectivement, je ne reviendrai pas sur la dotation complémentaire de l'ARS. Et nous avons, avec Monsieur le maire et Monsieur Cazeneuve, reçu Monsieur Morin à l'époque. Et je crois que les propos que nous avions eus étaient très très clairs. C'était que pour nous, il n'était pas question qu'il y ait un accord qui puisse être signé sans que soit remise à plat la totalité des activités de l'hôpital, y compris l'organisation des activités médicales, et que si des efforts devaient être faits, ils devaient être faits par l'ensemble du personnel. Alors, à la date d'aujourd'hui, ce que je vous propose concrètement, c'est d'une part, bien évidemment, de relayer toutes les informations que vous avez données aujourd'hui. Si vous pouviez aussi, je crois que vous avez préparé une motion, me la donner pour que je puisse très rapidement la transmettre à la fois à la ministre des Affaires sociales pour indiquer que la situation est toujours bloquée et qu'il n'y a pas eu d'avancée sur la réorganisation de l'activité médicale. Et puis, vous dire aussi, je suppose que vous l'avez lu, certes, je comprends votre agacement par rapport à l'ONDAM et par rapport à la tarification, mais que vient de sortir la stratégie nationale de santé. C'est creux, c'est complètement creux. Avec un engagement précis qui est de recalculer les nouveaux modes de rémunération qui sont mis en place, avec un objectif de revoir la rémunération des hôpitaux sur les objectifs de santé publique, et notamment le modèle de tarification à l'activité va être réajusté pour l'ensemble des hôpitaux publics. C'est bien une volonté affichée nationale. Je vous donne le document si vous voulez. Certes, je comprends bien que ça ne donne pas une réponse à votre préoccupation immédiate, mais c'est un pas en avant pour une réorganisation. Ce que je souhaiterais donc, j'en terminerai là, c'est que vous puissiez me déposer notamment une motion avec vos demandes précises, celle qui est là, pour que je puisse dès demain la transmettre à la fois au ministère de la Santé et celui du budget. Ma question est de savoir si vous souhaitez qu'à nouveau, je redemande une médiation. Oui. Ça va, pas avec des négociations qu'on retourne, puisque c'est l'ARS, vous parlez de l'ARS. L'ARS, au mois de juin, on est allé les rencontrer. Ils nous ont dit, vous retournez à la table des négociations. D'accord, on est retourné à la table des négociations et il n'y a pas eu un iota de bouger. Oui, on a bien compris. C'est-à-dire qu'on est toujours sur 5 RTT de perte pour le des plannings personnel, en 12 heures. Des plannings en 12 heures et pas 40 mises en stage d'ici la fin de l'année, alors qu'on n'en a pas eu. 600 contractuels, alors qu'on n'en a pas eu en 2012. Sur le prochain EPRD, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, à activité égale, avec la tarification à l'activité, on perd de l'argent. On peut remarquer que, par exemple, 80% des hospitalisations sont dues aux urgences. Il n'y a que 43%
d'activité programmée sur cet établissement. La problématique est là, plus la tarification à l'activité, et on a une spécificité géographique ici. Il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, nous n'avons que 2 SMUR sur Valognes et Cherbourg. Si les 2 SMUR sont engagés le jour où vous, autour de cette table, où nous, vous faites un arrêt cardiaque, vous êtes mort. Parce que même s'il vient vous chercher, pour la coronographie, il faudra vous transférer au CHU de Caen, soit 120 km. C'est inadmissible. Nous n'avons pas les mêmes chances de survie dans cette région.
Au revoir, merci. Bon. Alors, je sais pas où on en était. Ici, 225. Revitalisation du commerce et de l'artisanat. C'est Guylaine. Voilà. Parking juste après. Voilà. Bien, je vous propose de reprendre notre séance du conseil municipal avec donc la délibération présentée par Guylaine Godin sur la revitalisation du commerce et de l'artisanat, les rénovations de vitrines. On avait voté sur C'est bon. Donc la délibération vous donne les différentes conditions pour pour bénéficier des subventions. Et dans le dos de la délibération, vous avez les bénéficiaires. Et c'est une délibération que l'on passe régulièrement au conseil municipal et demander au maire de pouvoir verser les subventions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je passe la parole à Frédéric Bastian. D'accès aux soins. Voilà, pour la signature de la convention cadre avec la CPAM de la Manche. La ville de Cherbourg-Octeville appartient au réseau des villes santé OMS et propose à ce titre différentes actions. La CPAM de la Manche travaille sur l'organisation des soins primaires et la prévention avec le médecin traitant au cœur du dispositif de soins, mais aussi avec tous les acteurs œuvrant dans ce domaine, associations, réseaux, municipalités, institutions. À cet effet, il est donc proposé de signer une convention entre la ville de Cherbourg-Octeville et la CPAM de la Manche qui fixe leur volonté de favoriser des actions communes en matière de promotion de la santé et d'accès aux soins. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Muriel Josot-Marinier va nous parler du dispositif Spot 50. Je vais vous emmener sur un sujet un peu plus léger. Voilà, le Conseil général de la Manche, vous le savez, renouvelle depuis la rentrée scolaire son opération Spot 50 pour les jeunes collégiens de 11-15 ans. Et dans ce Spot 50, il y a un chéquier, effectivement, qui permet aux jeunes collégiens de bénéficier au niveau de la ville de Cherbourg-Octeville de gratuité pour la piscine Chantraine et la piscine de la Butte et de réduction de 15 € sur l'inscription au conservatoire à rayonnement communal. Donc il vous est demandé d'autoriser la convention la signature de la convention entre le Conseil général et notre commune. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Voilà, donc on vient de parler de Spot 50, mais au niveau de la ville, vous savez qu'on a le dispositif Passeport Jeune et nous avons demandé à quelques étudiants de l'IUT de Cherbourg pour mieux appréhender le produit Passeport Jeune et pour pouvoir le faire évoluer, puisque tout est perfectible. On a demandé à des étudiants une étude de satisfaction et d'attente des possesseurs du passeport. Cette étude a été conduite au premier semestre de cette année par le département technique de commercialisation. Et on vous demande effectivement de leur donner une subvention pour le coût de cette étude qui s'élève à 1 000 €, plus 160 € de frais d'impression. Et je voudrais juste ajouter qu'ils ont fait un travail remarquable et très utile. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Le conseil régional, vous le savez, soutient les EPN du département de la Manche, comme en Basse-Normandie d'ailleurs. Et on vous propose un avenant financier numéro 1 qui permet à la ville de percevoir une subvention donc de la région de 12 000 € pour cette année au titre de son EPN. On a 9 EPN sur la commune. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Une autre délibération tout aussi classique en cette période, la Maison pour tous, Léo Lagrange, a intensifié et priorisé ses actions en vue de prévenir la délinquance sur des territoires ciblés comme prioritaires par la politique de la ville. Ces actions vous sont listées et il vous est demandé effectivement d'accorder à la Maison pour tous, Léo Lagrange, une subvention de 11 000 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ah pardon, excusez-moi. Excusez-moi. À quoi? Au chantier, là? À ces actions qui vous sont décrites, oui, tout à fait. D'accord. Oui.
On pourrait vous donner, si vous voulez, un rapport détaillé de ces Bah oui, actions. parce que j'avais demandé en commission, mais personne ne Voilà, pouvait me puisque nous, on répondre. les a, on demande à ce que ces actions soient évaluées, bien évidemment, avant de donner des subventions, bien évidemment. Donc, je m'engage à ce qu'on vous Parce que je transmette... pensais que c'était l'emploi de quelqu'un. parce qu'il y avait Non, pas- du tout. Non, 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 non. Ce sont des actions. Ok. Voilà, mais je Merci. m'engage à ce qu'on vous transmette les comptes rendus. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Franck Tison, pour le tour des Oui. ports de la Manche. C'est la redevance des places du port pour le budget annexe du port de Plaisance pour une redevance de 2608,20 €. Une partie. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc la délibération suivante concerne donc les conditions... C'est la convention avec les 4 communes qui sont Couville, Ardinvin, Martinvin et Tolva Voilà. pour la pratique de la natation dans les piscines de Cherbourg-Octeville. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Et on retrouve pour les... C'est la même convention avec d'autres communes qui sont Saint-Pierre-Église, Sauce-Ménil et Valogne. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Ensuite, donc, on passe aux subventions dans le cadre de sport-vacances pour l'été 2013. Oui, tout à fait. C'est des subventions qui sont données à toutes les associations qui participent au sport-vacances. Vous avez la liste ici sur la délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Yvan Dupont va nous parler du concours du fleurissement durable 2013. Oui, donc la délibération 171 fait état de ce concours qui a lieu annuellement depuis de très longues années. Donc depuis 3 ans, il nous a semblé important de trouver une nouvelle formule pour le redynamiser et puis aussi pour marquer une certaine cohérence de territoire entre notre fleurissement ville et le fleurissement des habitants. Donc je voudrais remercier les membres du jury qui sont venus le 9 juillet, donc Madame Le Pelletier, puis les membres de conseil de quartier qui se sont déplacés pour visiter toutes les maisons et jardins. Et donc la remise des prix, enfin vous avez la liste des lauréats, et la remise des prix aura lieu le mardi 4 octobre à 18 h au CER municipal. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Michel Durel va nous parler donc des travaux de rénovation des vestiaires de la Manisserie. Oui, donc lors d'un précédent conseil, nous avions attribué certains lots concernant ce chantier de la Manisserie. Il restait quelques lots attribués, donc un appel d'offres ouvert a été relancé. Et les lots numéro 1, gros œuvre, maçonnerie, c'est l'entreprise Bernard qui l'a obtenu. Lot numéro 2, charpente métallique, serrurerie, c'est l'entreprise SEG. Lot numéro 3, menuiserie extérieure aluminium, c'est AMC Folio. Lot numéro 4, menuiserie intérieure, plafond mobilier, c'est l'entreprise Lefer. Alors pour information, l'estimation des travaux était de 450 000 € TTC et le résultat de l'appel d'offres nous amène à une somme de 386 000 € TTC. Donc c'est un bon appel d'offres en notre faveur. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Travaux de réhabilitation du CIO. Oui, alors la même chose. Alors, d'un précédent conseil, nous avons attribué certains lots. Il en restait d'autres à pourvoir. 3, pour tout dire. Le numéro 1, gros œuvre, c'est un marché d'entreprise Bernard. Et les lots 4 et 5 ont été déclarés infructueux. Et donc seront relancés en marché et négociés. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération donc sur la mise en sécurité et la restructuration du centre culturel, donc les avenants. Alors là, vous avez toute une série d'avenants. Bon, je ne vais pas aller tous les lire. Le numéro 2, le gros œuvre, ça concerne une gaine technique et des clapiers coupe-feu. Le numéro 6, ce sont des travaux qu'on fait un petit peu en avance pour éviter les démontages et remontages par la suite. Le lot numéro 7, pour les menuiseries extérieures, bon, c'est une porte qu'il faut mettre à 4,20 m. Et vous avez en fin de paragraphe l'aménagement d'un sanitaire pour le PC sécurité. Alors cet aménagement impacte les lots numéro 8, 9, 10, 11, 12. Et donc le numéro 16 concerne l'ascenseur, c'est la mise en place d'un système de maintien des portes de monte-charge ouverte. Sinon elle se referme toute seule et c'est embêtant pour passer les tableaux. Voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.
Restructuration de la capitainerie du port Chantraine. Oui, alors c'est une restructuration qui concerne les lots 5, 14 et 16. Donc pour le lot numéro 5, c'est l'abandon de l'option 2, c'est-à-dire le remplacement du menu extérieur de la partie restaurant au niveau R+1. C'est un avenant en moins-value de 45 552 € TTC. Pour les autres, bon, pour le lot 14, c'est des modifications allemandes de maître d'ouvrage. Pour le reste, les aménagements demandés par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Toujours la capitainerie du port, mais cette fois-ci pour le marché de maîtrise d'œuvre. Oui, alors là, la maîtrise d'œuvre, donc il y avait la société Ibatec, c'est le BET Structure Béton de la maîtrise d'œuvre. Elle change de forme juridique et elle devient la société SASU Ibatec. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. L'organisation des activités socio-éducatives. Oui. Donc, c'est un marché qui est composé en 3 tranches. Une tranche ferme qui va de juin 2012 à juin 2014, une tranche conditionnelle 2014-2015 et l'autre tranche conditionnelle 2015-2016. Donc, concernant le site de l'école Tourville, l'accueil du soir sur le site de l'école Tourville, bien que prévu dans le cahier des charges, a été omis dans les fiches descriptives et dans la décomposition du prix global des forfaitaires. De ce fait, le coût de ce site, bien que figurant dans le budget prévisionnel présenté par le prestataire lors de la remise de son offre, n'a pas été intégré dans le montant de base du marché. Donc il s'agit d'intégrer cette somme, c'est-à-dire 9 270 € pour une année. Concernant les années salariales, lors de la phase de consultation avait été jointe au dossier de consultation des entreprises diverses données fournies par le titulaire, par le président titulaire du marché, donc c'était l'UFCV. Données qui se sont avérées inexactes, et donc avec des écarts importants par rapport à ce qui nous avait été fourni comme information et finalement ce que nous avons constaté après. Donc ce sont des heures qui concernent les différents animateurs, et donc il faut donc rectifier le tir, et il faut donc une adaptation du marché. Donc le marché, le montant initial est de 29 982 €, la réadaptation s'élève à 3 564 €. Soit un coût de 33 547 € pour ce lot. Lot numéro 3, la suppression de la notion de secteur géographique ou quartier. Lors de la rédaction du dossier de consultation des entreprises, les activités d'accueil avaient été présentées par secteur géographique ou quartier avec pour chaque la fixation d'effectifs optimaux et maximaux. Donc il s'avère maintenant que les secteurs géographiques, c'est une notion qui n'est plus utile, et donc il faut inclure cette adaptation au marché avec un avenant. L'accueil des moins 6 ans, mercredi, demi-journée, Maison Olympe de Gouges. Par courrier en date du 15 mai dernier, la direction départementale de la cohésion sociale, suite à la visite des locaux des CSH, réalisée le 30 janvier dernier, nous indiquait que l'accueil des enfants de moins 6 ans n'était pas autorisé à la Maison Olympe de Gouges, en raison du manque de superficie pour la salle d'activité et de l'espace de repos. Donc il est nécessaire de transporter ces enfants maintenant dans la Maison Olympe de Gouges au village des enfants. Ensuite, accueil des enfants pendant les travaux de la Maison François Giroud. Donc c'est le transfert des enfants de la Maison François Giroud à l'école Jean Jaurès pour les moins de 6 ans et plus de 6 ans, le temps de la durée des travaux de la Maison François Giroud. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Le groupement de commandes Ville-CCAS. Oui, alors vous savez que la ville possède des équipements qui nécessitent des contrats de maintenance et d'entretien. Il s'avère que le CCAS possède aussi certains de ces équipements. Donc il était proposé de manière globale, oui c'est ça, de manière globale l'entretien de la maintenance des équipements en ville et CCAS, mais aussi pour bénéficier d'économies d'échelle, il est envisagé la constitution d'un groupement de commandes, groupement de la ville sur éléments de la terre. Donc, pour certains marchés qui sont passés à procédure adaptée, donc qui ne passent pas en CAO et qui ne passent pas en conseil municipal, donc chacun fait de son côté. Par contre, pour les marchés qui nécessitent des appels d'offres ouverts, il faut donc créer une commission d'appels d'offres spécifique et désigner les membres au sein de la CAO pour cette CAO spécifique. Donc, il convient d'adopter aujourd'hui le principe du groupement, d'autoriser la signature de la convention constitutive du groupement, de procéder à l'élection en séance de conseil municipal du représentant de la ville au sein de la CAO du groupement pour les marchés qui seront traités en appel d'offres ouvert. Donc, je vous proposez comme à désigner moi-même et en suppléant Madame Loisel. Qui vote contre?
Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Enfin, la dernière délibération concernant la fourniture de matériel mobilier et consommable de bureau. Alors que le marché est en cours depuis 2010, une éco-contribution a été instaurée sur toute acquisition d'éléments d'ameublement professionnel à compter du 1er mai 2013. Son coût est basé sur le poids de chaque produit selon un barème officiel. L'éco-contribution ne peut bénéficier d'aucune ristourne ni remise commerciale et est soumise à la TVA. Il convient donc aujourd'hui d'autoriser la signature d'un avenant au marché pour introduire l'éco-contribution. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je donne la parole à M. Daniel Chenina, qui va nous parler du service commun de médecine professionnelle et préventive. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'une délibération concernant donc la médecine du travail. Le Presqu'île Habitat a souhaité mettre fin donc un terme à leur participation à la convention qu'il y liait avec la ville de Cherbourg-Octeville dans le cadre de cette médecine obligatoire des agents de la collectivité. De ce fait, donc, il est demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer un avenant à la convention de partage du service d'une médecine professionnelle et préventive visant à ne plus prendre en charge le personnel de Presqu'île Habitat à compter du 1er octobre 2013. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. 11 associations de matériel informatique déclassé, toujours M. Chenina. Oui, donc c'est une délibération qui revient maintenant fréquemment. Elle concerne du matériel qui est déclassé. Donc il est décidé d'en faire don à une association, l'association Solidaridé, qui est basée sur Cherbourg-Octeville. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération suivante, donc sur le recrutement d'un agent non titulaire. Tout à fait. Donc il s'agit donc du responsable du département Petite Enfance qui a fait valoir ses droits à la retraite. Donc nous avons décidé, la collectivité a fait le choix de ne pas la remplacer de façon pérenne. Néanmoins, il est apparu le besoin de faire appel pour une durée limitée à un chargé de mission afin de gérer l'administration du département dans l'attente de la réorganisation de la direction enfants-jeunesse pour une durée maximale de 12 mois. Donc, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant recruté pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, un agent non titulaire sur la base du grade de rédacteur principal de première classe à compter du 1er octobre 2013 et jusqu'au 14 août 2014. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc la délibération suivante, c'est le traditionnel tableau des effectifs. Monsieur le maire, vous avez tout dit. Donc vous avez dans le document, vous est présenté le personnel municipal, tableau des effectifs exposé qui revient très régulièrement. Je redonne la parole donc. Oui, on prend acte du tableau des effectifs. Oui. Je donne la parole donc à nouveau à Madame Gosselin qui va nous parler dans le cadre des finances communales de la décision modificative numéro 2 de l'exercice 2013. Alors, on a préparé un PowerPoint synthétique pour que cette délibération soit plus facilement, en tout cas, qu'on puisse comprendre exactement de quoi il s'agit, parce que présenté comme ça, c'est un peu imbuvable. Donc, en fait, cette décision modificative, c'est juste un ajustement, un budget d'ajustement qui retrace un certain nombre de mouvements sur le budget principal et on le verra aussi sur le budget annexe. En investissement, il y a des dépenses et des recettes pour un montant uniquement de 3 560 €. Il s'agit de l'acquisition et la restauration d'ouvrages pour la bibliothèque et qui sont subventionnés par une subvention du Conseil régional. Donc en fait, c'est une écriture en dépenses et en recettes. En ce qui concerne le fonctionnement, en dépenses, il faut à nouveau inscrire 131 385 € avec un certain nombre de dépenses qu'on va lister, mais vous verrez que ces dépenses sont toutes couvertes par des recettes qui permettent d'engager les dépenses. Il y a d'abord des subventions à diverses associations dans le cadre du PEL, le projet éducatif local, avec une délibération de ce Conseil pour 23 000 €. De l'eau, il s'agit de charges que l'on inscrit complémentairement, mais qui sont, d'un autre côté, compensées par un avoir que nous avions sur l'année 2012.
des frais divers pour les relations internationales, la coopération avec Coubalan et la Macédoine pour 6 774, le fonctionnement du Conservatoire de musique pour 28 900 € et divers projets culturels, dont l'exposition Tardy, pour 61 000 €. Et vous avez en recettes le même montant, 131 385. Ce sont des recettes qui viennent couvrir entièrement les dépenses qu'on a vues tout à l'heure. La subvention du Conseil général pour le PEL pour 23 000 €, la subvention du Conseil général et du ministère des Affaires étrangères pour la coopération avec Coubalan et la Macédoine pour 6 774 €, les subventions du Conseil général pour le Conservatoire de musique, 28 900 €, la subvention de l'État pour les mercuriels, 6 000 €, la subvention du Conseil général pour les projets culturels, les mercuriels, l'exposition Tardy et le musée Fait le Mur pour 8 000 €, une subvention du Conseil régional pour l'exposition Tardy, 8 000 €, une subvention de la communauté de communes pour le musée Fait le Mur, l'exposition Tardy et les parapluies de Cherbourg pour 14 500 €, des subventions de la DRAC pour l'exposition Tardy, le musée de Fait le Mur, les années folles et les années noires, 15 500 €, une subvention de la Caisse d'épargne pour l'exposition Tardy, 6 000 €, une subvention de la Caisse des dépôts pour le musée Fait le Mur pour 3 000 €. Donc vous avez bien là, d'un côté, des recettes des dépenses compensées par des recettes couvertes par des subventions. Deuxième décision modificative, c'est pour le budget annexe du port de Plaisance. Il faut inscrire des dépenses de fonctionnement complémentaires, de crédits nouveaux pour des dépenses d'électricité qui sont plus importantes cette année en raison du chauffage des bungalows qui ont dû être chauffés pendant les travaux de la capitainerie et de l'électricité qui a été consommée lors des travaux sur la capitainerie, c'est-à-dire plus de 25 000 €, enfin 25 000 € en plus dans les dépenses de fonctionnement. Et en investissement, il faut aussi inscrire 9 000 € pour l'acquisition d'un nouveau logiciel de gestion du plan d'eau en raison de la défaillance de l'ancien prestataire de ce logiciel. Ce sont les seules décisions modificatives qu'il y a. Il n'y a pas d'inscription budgétaire sur les autres budgets annexes. Qui vote contre cette décision modificative? Qui s'abstient? 3 abstentions plus les pouvoirs liés à ces abstentions, je suppose, 4. Donc, délibération adoptée. La dernière délibération, c'est une séance à huis clos, donc je pense que vous en avez pris connaissance. Je vous demande de simplement la mettre aux voix. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération donc adoptée à l'unanimité. Donc, je vous en remercie. Et je vous rappelle donc notre invitation commune donc pour lundi 30 septembre prochain donc à la Cité de la Mer. Merci de votre attention.